il n'y a pas de règle générale en réalité, mais plutôt du cas par cas. Et ce cas par cas va être fonction d'un certain nombre de critères qui sont en fait des critères effectivement opérationnels et économiques. Alors, tout d'abord, il faut bien que vous ayez en tête, mais ça vous l'avez vu dans le livre blanc, c'est qu'un illustrateur, il est un auteur, au même titre qu'un écrivain, au même titre qu'un auteur de jeu, au même titre qu'un musicien, au même titre qu'un parolier. Et donc, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle vont s'appliquer à lui, comme elle peut s'appliquer à un auteur classique. Donc là-dessus, il ne va pas y avoir de difficulté. Lorsque vous allez en face de vous un illustrateur, on va dire de manière générique, au sens générique du terme, vous allez devoir le traiter comme si vous deviez traiter un auteur. Sauf que, en réalité, le cadre juridique de son intervention va varier au regard de la nature même et des conditions dans lesquelles il va intervenir dans le process de création du jeu. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction que la qualité d'auteur va être variable, et notre illustrateur finalement est un auteur à géométrie variable, puisque en fonction de la façon dont il va travailler avec les maisons d'édition, il va avoir un rôle plus ou moins important, et son implication dans le projet éditorial va avoir une influence directe sur ses prétentions, sur les conditions de sa rémunération, et sur aussi la façon dont vous allez devoir traiter juridiquement son intervention dans le process de création. Alors, comme je vous le mets dans ces 4 petites flèches, donc ce cadre va varier en fonction du rôle qui lui est donné. Ça, c'est le premier point qui est le plus important. Ce cadre va varier également en fonction de son implication dans le projet final. Et quand je dis son implication en projet final, c'est jusqu'à l'accompagnement du projet, jusqu'à l'édition proprement dite du jeu. Et évidemment, le cadre va ici varier en fonction de l'importance des illustrations dans le produit final qu'est le jeu. Et plus son importance sera grande, plus sa qualité d'auteur sera reconnue, et il pourra donc à ce moment-là prétendre à bénéficier d'un avantage économique qui est d'être rémunéré au succès du jeu. Et puis, ce cadre va également varier, ce cadre juridique va également varier en fonction de sa collaboration ou non avec l'auteur. Parce que, on va le voir, et on en avait déjà parlé l'année dernière, que le rôle que va avoir l'illustrateur dans le projet en tant que tel, et sa complicité qu'il va pouvoir avoir avec l'auteur, va influencer directement son traitement juridique et la façon dont il va se positionner en tant que co-créateur du jeu. Alors, néanmoins, vous voyez qu'on a 4, on va dire, faisceaux distincts de l'intervention de l'auteur dans un projet ludique. Et pour autant, comme je vous l'ai indiqué en introduction, cet illustrateur reste un auteur, hein. Et son intervention, elle est d'ores et déjà prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, mais précisément, pour les illustrateurs, le Code de la propriété intellectuelle prévoit différentes méthodes, en droit français en tout cas, d'intervention de l'illustrateur dans le process de création, et ça va influencer directement sur la nature des contrats que vous pouvez passer avec eux et sur son mode de rémunération. Alors, on va essayer d'établir cette typologie qui existe entre différents types d'illustrateurs. Tout d'abord, la première des typologies, qui est une des plus simples et qui est une typologie industrielle, qui est issue, on va dire, du packaging et pas de l'illustration proprement dit, c'est l'œuvre de commande. Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit du cas de figure où un illustrateur travaille sous le contrôle artistique de l'éditeur. Même si cet illustrateur est indépendant, même s'il est à la maison des artistes, même s'il va percevoir des droits d'auteur, en réalité, l'éditeur va donner des directives et peut refuser ou faire recommencer d'ailleurs le travail réalisé si celui ne correspond pas à ses attentes. Donc on a une vraie subordination de l'illustrateur au désirata artistique de l'éditeur. Pour autant, ça n'en fait pas un salarié de l'éditeur, hein. Il n'y a pas de lien de subordination puisqu'il reste un travailleur indépendant ou un auteur au sens générique du terme, et pour autant, il va être placé dans un lien de subordination, non pas de travail, mais un lien de subordination artistique avec l'éditeur. Donc à ce moment-là, le contrat qui va être conclu entre l'éditeur et l'illustrateur s'apparente alors à un contrat de prestation de service extrêmement classique, où l'illustrateur va faire un devis,
Dans ce contrat de prestation de service, vous allez avoir une définition précise du périmètre de la prestation, des délais stricts, c'est très important, puisque l'illustrateur va devoir intervenir dans des délais qui vont lui être imposés par l'éditeur. Et point très important également, puisqu'on est dans le cadre d'un contrat de prestation de service, avec la possibilité pour l'éditeur de refuser le travail si celui-ci ne lui convient pas et si celui ne correspond pas à ses attentes. Et en cas de refus du travail fait par l'illustrateur, eh bien, l'illustrateur va recevoir une indemnisation qui est de l'ordre de 10% du prix du devis. Hein, c'est généralement la règle qu'on applique en matière de contrat de prestation de service. Et puis, il peut donc arrêter la collaboration quand il le souhaite avec l'illustrateur, ne pas prendre évidemment le travail qui a été réalisé et passer à autre chose ou faire appel à un autre illustrateur. Alors, dans ce cas-là non plus, l'illustrateur ne collabore ni avec l'auteur ni avec l'éditeur au développement et à la réalisation du jeu. Donc, dans le cas précis où on a un illustrateur qui est vraiment uniquement sur le terrain de l'œuvre de commande, il n'y a pas de collaboration au sens juridique du terme. D'abord avec l'auteur, parce que l'auteur, lui, il a fait son jeu, il a fait ses règles, etc. Il peut éventuellement avoir un droit de regard sur les illustrations qui sont faites, mais il ne va pas pour autant donner des instructions à l'illustrateur ou même d'ailleurs le rencontrer pour discuter avec lui de son projet, de l'univers imaginaire de son jeu et de ce qu'il souhaite. Tout ça passe en généralement par l'éditeur. Et donc du coup, comme l'illustrateur n'a pas de lien avec l'auteur, n'entre pas, la relation n'est pas une relation de collaboration avec l'auteur. Et la jurisprudence a considéré que dans ce cas-là, où on était vraiment dans le cas d'une œuvre de commande classique, l'illustrateur ne pouvait prétendre percevoir une rémunération proportionnelle. Hein, c'était un jugement du TGI du 9 octobre 2014. Le juge ont retenu qu'un illustrateur qui intervenait dans le cadre d'une œuvre de commande, et même s'il bénéficiait d'un intéressement financier à l'exploitation de l'œuvre postérieurement à son exploitation, un petit avantage financier, on va dire un petit bonus au titre de l'exploitation, pour autant, ça ne faisait pas de lui un auteur au sens du code de la propriété intellectuelle, lui permettant de revendiquer, je dis bien de revendiquer, la qualité de co-auteur sur le jeu auquel il a participé comme illustrateur, même s'il touche un intéressement sur les ventes. Donc c'est très important, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va toucher un intéressement sur les ventes que pour autant il est co-auteur du jeu. Et ça, les juges ont été très clairs là-dessus dans cette décision du 9 octobre 2014, où on était dans le cas précis d'un illustrateur qui a engagé une procédure judiciaire contre un éditeur au motif qu'il réclamait la requalification de son contrat de prestation de service d'œuvre de commande en contrat d'auteur et revendiquait également la qualité de co-auteur du jeu. Et les juges ont retenu que, compte tenu des conditions dans lesquelles il était intervenu à la production du jeu, il n'intervenait que dans le cadre d'une œuvre de commande. Et à ce titre, donc, il ne pouvait pas prétendre percevoir de rémunération proportionnelle ni revendiquer la qualité de co-auteur du jeu. Donc, dernier point, dans le cas où l'illustrateur n'intervient que dans ce contexte très spécifique de l'œuvre de commande, l'illustrateur ne participe pas non plus à la promotion du jeu, il n'est pas dans les festivals, il n'est pas dans les conventions, il a juste fait un boulot d'illustration, et puis à la fin de ce boulot d'illustration, il s'en va, salut, au revoir, et il touche quoi? Eh bien, une rémunération qui est une rémunération forfaitaire, et précisément dans ce cas d'une œuvre de commande, la rémunération de l'illustrateur est toujours forfaitaire, puisqu'il ne peut prétendre à une rémunération proportionnelle. Oui, Mathieu. Il y a une phrase qui est contradictoire. Oui. C'est-à-dire en fait que ça ne peut pas prétendre percevoir une rémunération. Oui. Et donc la même phrase. Mais perçoit par ailleurs un intéressement sur les ventes du jeu. Et oui. Alors l'intéressement... Oui, tout à fait. Alors, l'intéressement sur les ventes du jeu n'est pas calculé sur le prix public hors taxe. Alors, un intéressement d'une vente proportionnelle fait qu'un illustrateur est rémunéré sur le prix public hors taxe et sur une rémunération qui est une rémunération qui est considérée comme étant décente, c'est-à-dire une rémunération qui lui permet de vivre au titre de l'exploitation de son œuvre. Et précisément dans ce cadre-là, l'illustrateur percevait 1% du chiffre d'affaires net encaissé hors taxe des sommes qui pouvaient être encaissées par l'éditeur. Donc, on est loin d'être dans le cadre d'une rémunération proportionnelle classique, où normalement un co-auteur perçoit une rémunération supérieure à 2 ou 3% pour le travail qu'il a réalisé. Alors voilà, ça c'est le premier cas.
Alors, c'est un cas qui n'est pas un cas à la marge. Alors, on l'a évidemment dans beaucoup de jeux où effectivement il y a une véritable implication de l'éditeur dans les choix éditoriaux et les choix artistiques. Mais cette situation, qui n'est pas une situation isolée, n'est pas la situation la plus courante évidemment dans votre activité. Mais il faut y penser et il faut bien serrer les différentes conditions dans lesquelles les illustrateurs interviennent dans un projet. Le deuxième cas, c'est l'œuvre de collaboration, justement. On est dans un cas totalement différent où l'illustrateur, cette fois-ci, travaille en collaboration avec l'auteur sur le jeu, même s'il ne participe pas directement à l'élaboration stricto sensu des règles. C'est-à-dire qu'en fait, son rôle va être bien un rôle où il va s'impliquer dans l'univers ludique. Il n'est pas là uniquement pour faire 3-4 crobards dans un jeu. Il est là pour vraiment essayer de donner une identité visuelle et une identité graphique au projet. Et donc, du coup, l'illustrateur devient à ce moment-là force de proposition et tout comme l'auteur, il va disposer d'une très grande autonomie dans l'élaboration du jeu. Donc, il va faire des projets, il va adresser ses projets à l'éditeur, il va travailler éventuellement dans des séances de travail avec l'auteur pour réfléchir sur la meilleure façon d'intégrer les règles du jeu aux illustrations. Et donc, effectivement, il participe véritablement directement à la création du jeu et même, les illustrations sous-tendent les règles du jeu. Et dans ce cas-là, on a une situation où les illustrations sont effectivement nombreuses, importantes, quant à l'attractivité du jeu, voire quant à la mise en œuvre des règles. Donc, lorsque les illustrations participent directement à la mise en œuvre des règles, vous comprenez bien que l'illustrateur n'est pas un simple prestataire de service intervenant à la demande de l'éditeur. Il doit se plonger dans le système jeu pour que ce qu'il propose à l'éditeur et ce qu'il propose à l'auteur soit cohérent avec les règles qui sont développées, pour que son travail, lui, colle le plus possible à la création de l'auteur. Donc dans ce cas-là, le contrat va s'apparenter à un véritable contrat d'auteur. Et votre illustrateur devra être intéressé au succès du jeu exactement comme un auteur. Donc le contrat d'illustration, cette fois-ci, sera bien un contrat d'auteur au sens de disposition du Code de la propriété intellectuelle. Et la rémunération de l'illustrateur, à ce moment-là, devra être une rémunération proportionnelle, même si généralement le taux applicable est inférieur à celui de l'auteur. Donc quand on a une marge de droit d'auteur générique qui est de l'ordre de 10% pour la totalité des auteurs, l'illustrateur peut effectivement, lorsqu'il est vraiment force de proposition et qu'il intervient dans le cadre d'une œuvre de collaboration, prétendre une rémunération supérieure à 3% et l'auteur du jeu à 7 ou peut-être un peu plus pour l'illustrateur, ou une cote taillée 3,5, 4 et 6 ou 7, quitte à ce que l'éditeur mette un peu plus sur la table pour le travail réalisé. Donc du coup, notre illustrateur, il peut être payé de deux manières d'ailleurs. Il peut avoir une première rémunération qui était un avance sur droit qui va lui être versée pendant la phase de création. Et puis, cette avance sur droit va être recoupable et déductible des redevances des droits d'auteur qui vont lui être versés pendant toute l'exploitation du jeu. Alors, faites très attention parce que à ce moment-là, l'illustrateur a un intérêt direct à l'exploitation du jeu. Et on va le voir tout à l'heure dans la suite de la conférence, il va falloir prévoir des clauses très très spécifiques qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde de l'édition et nulle part ailleurs dans le monde du droit pour permettre à l'éditeur de pouvoir faire évoluer son jeu dans le temps. Parce que là, vous voyez que notre auteur-illustrateur va être directement intéressé à l'exploitation du jeu. Donc ça veut dire que si d'aventure, l'éditeur, au bout de 10 ans, décide de changer les illustrations parce qu'elles sont plus au goût du jour et puis il faut redonner un peu de peps au jeu, un peu de nouveauté au jeu, il va être obligé de débarquer l'illustrateur et arrêter d'exploiter les illustrations du jeu. Pour autant, il va continuer à exploiter les règles du jeu. Et donc là, effectivement, l'illustrateur pourra considérer que ce terme va avoir des conséquences juridiques graves pour lui, parce que la conséquence, c'est qu'il ne va plus percevoir de rémunération, donc ça va lui causer un préjudice. Donc il va falloir organiser cela, et on le verra tout à l'heure, que lorsqu'on est dans le cadre de l'offre de collaboration, le plus gros risque qu'encourt l'éditeur, c'est l'arrêt du jeu et le remplacement des illustrations par de nouvelles illustrations qu'il va falloir prévoir dès le départ dans le contrat d'auteur, illustrateur, œuvre de collaboration. Le troisième cas est la notion d'une création d'une œuvre hybride. Alors faites très attention, cette notion n'est pas une notion juridique. La notion d'œuvre hybride n'existe pas en droit. Il existe ce qu'on appelle l'œuvre composite, qui est autre chose. L'œuvre composite, c'est une œuvre qui est composée d'œuvres préexistantes qui sont rassemblées par un seul et même auteur et pour autant
qui n'ont pas nécessité le travail des auteurs antérieurs pour pouvoir leur réalisation, pour permettre sa réalisation, pardon. Donc ça, c'est les œuvres composites. Une œuvre hybride, c'est quoi? C'est une notion économique en réalité de ce que c'est qu'une œuvre. Alors là, dans ce cas précis, l'illustrateur est force de proposition et s'investit particulièrement dans le projet. Et il crée une entité graphique forte et originale et son travail s'inscrit dans la durée. Donc on est un petit peu pareil, on est presque pareil que dans le cadre de l'œuvre de collaboration. Mais pour autant, il n'y a pas de collaboration entre l'auteur du jeu et l'illustrateur, ou les auteurs du jeu et l'illustrateur. Donc la relation qui existe, c'était vraiment une relation indépendante de l'illustrateur, qui a été choisie par l'éditeur parce que c'est quelqu'un de renom, parce que c'est quelqu'un qui a des capacités, qui peut être force de proposition, qui va se gratter un petit peu la tête et qui va faire un certain nombre de projets de visuels pour être intégré au jeu, mais pour autant, il ne va pas avoir une implication totale et complète dans la mise en abîme et des règles du jeu via ou au travers des illustrations. Néanmoins, son travail éditorial et son travail d'illustrateur va être important parce que ça va avoir un impact, et ça, c'est à l'éditeur de s'en rendre compte et c'est à l'éditeur de le constater. Les illustrations vont avoir un impact sur la notoriété du jeu, et notamment parce que les illustrations sont de qualité, parce qu'elles vont vraiment avoir, ça va vraiment augmenter, je dirais, la valeur entre guillemets commerciale du jeu et sa notoriété ou même sa spécificité. Eh bien, dans ce cas de figure-là, l'illustrateur peut prétendre à être rémunéré lui aussi de manière proportionnelle. Et donc, on est dans une situation où, alors même que l'illustrateur n'est pas considéré comme un co-auteur du jeu, pour autant, son travail méritant rémunération l'amène à prétendre bénéficier de la notoriété du jeu. Et c'est quoi bénéficier de la notoriété du jeu ou la notoriété du travail ou de toucher les fruits de son travail? Précisément, en droit de la propriété intellectuelle, c'est d'être intéressé aux bénéfices, donc intéressé à l'exploitation, et ce qui suppose donc de mettre en œuvre une rémunération proportionnelle. Le dernier cas de figure, c'est la situation où l'illustrateur ne fait qu'un travail accessoire par rapport au jeu lui-même. Alors ça, c'est une notion qui est très bien connue et très bien gérée par le droit d'auteur en général. C'est que dès lors que les illustrations ne représentent qu'un caractère accessoire dans le projet, par rapport au jeu, l'illustrateur ne peut donc prétendre être rémunéré de manière proportionnelle. Et ça, c'est conforme aux dispositions de l'article L131-4, 4e du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que la rémunération d'un auteur, tel qu'il soit, hein, ça vaut pour les illustrateurs, mais ça vaut aussi pour quelqu'un qui fait du texte, ça vaut pour quelqu'un qui fait par exemple une préface dans un livre, ça vaut pour quelqu'un qui va faire des notes de bas de page dans un ouvrage historique, par exemple. Là, que nous dit le Code? Le Code nous dit que cette rémunération de l'auteur peut être fixée de façon forfaitaire dès lors que sa contribution ne constitue pas l'un des éléments essentiels à la création intellectuelle de l'œuvre. Et donc, en cas de litige, évidemment, cette notion est laissée à la libre interprétation du juge. Donc, il faut bien être capable de démontrer que le travail qu'a pu faire l'illustrateur dans le cadre de l'œuvre n'est que accessoire par rapport à l'œuvre. Je vais vous donner un exemple. On peut imaginer, par exemple, un livret de jeu de rôle qui fait 200 ou 300 pages, dans lequel il y a une trentaine d'illustrations ou une quinzaine d'illustrations. C'est du forfait parce que les illustrations ne rentrent pas dans la composition du jeu ou dans la structure du jeu, et donc dans ce cas-là, comme un photographe d'ailleurs dont on va acheter les droits photographiques pour illustrer un livre ou un magazine, le travail de l'illustrateur ici n'est qu'accessoire, même s'il a fait le packaging de la boîte, même s'il a fait la première de couverture de la boîte, on n'est pas dans du livre de jeu de rôle, on n'est pas du tout dans le cadre classique d'une implication qui permettrait à l'illustrateur de prétendre bénéficier d'une rémunération proportionnelle. Alors, quid des droits dont dispose l'illustrateur, et ce, quelle que soit sa condition, quel que soit le cadre de son intervention, que ce soit le cadre d'une œuvre de commande, que ce soit le cadre d'une œuvre de collaboration, que l'on soit dans une situation hybride ou que le travail soit purement accessoire.
sont purement accessoires. Ils disposent néanmoins des droits patrimoniaux, comme on l'avait vu l'année dernière, et qui sont identiques à ceux d'un auteur. C'est-à-dire qu'ils sont au nombre de deux pour ce qui concerne les droits patrimoniaux, le droit de reproduction, l'article 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, et le droit de représentation. Et puis, il a aussi des droits moraux, hein, comme tous les auteurs. Donc d'abord, le droit au respect de son nom. Donc le nom de l'illustrateur doit nécessairement apparaître quelque part sur le livret du jeu. Le droit au respect de l'œuvre, c'est-à-dire que s'il y a des modifications qui sont apportées à son œuvre, il faut avoir son accord. Et je ne rentre pas dans les détails des deux derniers, comme on l'avait vu l'année dernière, le droit de divulgation et le droit de retrait et de repentir, qui sont des droits spécifiques qui sont généralement peu utilisés, en tout cas pour ce qui concerne le droit de retrait et de repentir, puisque ça, ce sont des droits qui peuvent s'exercer postérieurement à l'exploitation de l'œuvre, mais uniquement pour des raisons morales. Donc, en matière d'illustration, ça n'a un peu d'intérêt. En revanche, pour ce qui concerne le droit de divulgation, c'est très important. C'est-à-dire que seul l'illustrateur, pour donner autorisation à l'éditeur de divulguer son œuvre, c'est-à-dire d'autoriser à imprimer. Et donc, pour ça, il faut qu'il donne son BAT sur le travail qu'il a fait. C'est-à-dire qu'une fois que les corrections ont été demandées, une fois que les allers-retours ont été faits, et une fois que les graphismes ont été numérisés et après sont rentrés, on va dire, dans une phase de fixation pour faire les fichiers nécessaires à la production, eh bien, il faut évidemment que l'illustrateur accepte et accorde la divulgation, comme l'auteur d'ailleurs du jeu, et donc ça c'est du BAT, donc ça veut dire que le droit de divulgation, l'illustrateur existe au même titre qu'il existe pour le droit d'auteur, pour l'auteur du jeu, pardon, et donc du coup il doit donner son accord quant à la publication en l'état des illustrations qu'il a réalisées. Donc ça, pour ce qui concerne la cession des droits, il n'y a pas de difficulté particulière. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, en tant qu'éditeur, on est contraint d'établir un contrat. Ce contrat peut être plus ou moins long ou plus ou moins complexe. Et on va voir que malheureusement, avec le temps et l'évolution du droit, et notamment du droit d'auteur, les illustrateurs doivent être traités finalement à égal avec les auteurs. Donc il faut se pencher sur des rédactions de contrats d'illustration qui peuvent être un peu fournies, beaucoup plus fournies qu'une simple note de droit d'auteur que vous fait un illustrateur en marquant, on va le voir en bas, tout droit cédé ou un prix forfaitaire. Ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant. Pourquoi? Parce que votre activité aujourd'hui s'élargit et vous êtes dans des situations où vous allez devoir avoir besoin de façon très précise des droits qui vont être cédés. Or, l'acquisition des droits de reproduction d'un illustrateur va être nécessaire évidemment pour la fabrication du jeu, ça vous le savez bien, mais aussi pour son adaptation, l'adaptation du jeu en format numérique et pour l'adaptation du jeu sous toutes les autres formes de produits dérivés. Or, en droit français, si il n'y a pas un contrat qui précise les conditions d'exploitation, c'est-à-dire l'objet du contrat, donc les conditions d'exploitation de l'œuvre de l'illustrateur, celles-ci sont limitées, strictement limitées à l'usage premier qui doit en être fait, c'est-à-dire l'édition du jeu. Donc ça veut dire que si vous avez une simple facture qui vous est faite, eh bien vous n'avez pas la possibilité d'exploiter les illustrations sous une autre forme que la fabrication du jeu et la commercialisation du jeu. Donc ça vous paralyse très vite quant à l'exploitation de votre jeu, et c'est pour ça donc qu'il va falloir de plus en plus passer des vrais contrats de cession avec les illustrateurs. Et pour ce qui concerne l'acquisition des droits de représentation, vous êtes exactement dans la même situation. Vous devez avoir ces droits de représentation pour la promotion du jeu au travers des réseaux numériques. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Pour sa communication au public par tous les moyens de télédiffusion, c'est-à-dire dès lors que vous allez communiquer en ligne votre jeu ou que vous allez en faire un produit numérique ou une adaptation numérique, eh bien vous devez nécessairement obtenir les droits de représentation de l'illustrateur sur son œuvre. Et pour l'adaptation du jeu sur évidemment sur toute forme d'application numérique, vous devez nécessairement acquérir les droits de représentation. Or, en droit français, les choses sont très claires, c'est-à-dire que à partir du moment où un accord qui est passé entre un illustrateur et un éditeur ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les droits de reproduction sont cédés et l'étendue de cette cession. 2, les conditions dans lesquelles les droits de représentation sont cédés et l'étendue de cette cession. Dès lors que ce n'est pas spécifié, vous ne disposez d'aucun droit. Ça peut être plus simple que ça. Vous ne pouvez disposer de droits que s'ils vous ont été
clairement cédé par un écrit, et en absence de tout écrit, vous ne disposez d'aucun droit. C'est pas plus simple, c'est pas plus très compliqué que ça. Donc ça veut dire qu'il faut avoir pour habitude de conclure avec les illustrateurs des contrats sensiblement identiques, on va le voir dans la deuxième partie de cette session de droit, sensiblement identiques avec de ceux que vous concluez aujourd'hui avec les auteurs. Alors, précisément, cette session de droit, vous ne pouvez pas vous contenter d'une simple mention sur une facture d'un illustrateur. Alors pourquoi? Parce que souvent, notre illustrateur, qui est pas forcément quelqu'un qui travaille pour le jeu, mais qui peut faire du packaging, par exemple, et donc pour du packaging, on s'en fiche, on cède ses droits pour faire des paquets de spaghettis ou des boîtes de robinets, pour vendre des robinets. Moi, j'ai une cliente qui fait ça, son métier, c'est de faire des robinets, donc elle dessine des robinets pour un fabricant de robinets, donc il n'y a pas de souci, son contrat est très simple. Elle fait juste, et elle cède ses droits de représentation et de reproduction sur les dessins de robinets qu'elle fait pour les emballages de robinets. Mais pour vous, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la simple facture reste trop imprécise, parce que l'illustrateur ne va pas prévoir dans sa facture tous les modes de reproduction. Deuxième raison, la mention tout droit cédé n'a strictement aucune valeur juridique en droit français. Tout droit cédé, ça ne veut rien dire, d'autant que si cette mention est apposée par un illustrateur, personne physique, enregistré à la Maison des artistes, s'il fait une facture tout droit cédé, il n'a rien cédé. C'est une jurisprudence constante des juridictions depuis 20 ans, hein, donc quel que soit l'auteur, dès lors que dans un accord écrit, un télégramme, une lettre, un contrat, il y a marqué tout droit cédé, ça ne vaut 0. Donc s'il y a un litige un jour entre l'illustrateur et vous parce qu'il vous a cédé ses droits avec une mention sur votre facture tout droit cédé, eh bien, il pourra obtenir de la juridiction une interdiction d'exploitation de son œuvre, parce que les juges considéreront que la mention tout droit cédé n'a pas de valeur juridique. Les juges ont pour obligation d'interpréter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle toujours en faveur de l'auteur et toujours contre le cessionnaire, lorsque l'auteur est une personne physique. Et comme ce sont des règles d'ordre public, le juge est contraint de faire cette interprétation et ne pourra jamais donner raison à un éditeur contre un cessionnaire de droit, tel qu'il soit, face à une mention de cession qui serait simplement, avec une simple indication, tout droit cédé. Donc faites très attention à ça, c'est un piège absolu. Donc vous ne pouvez pas accepter ce type de cession. Ce type de cession met en péril les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir exploiter ces œuvres. À minima, le juge pourra considérer que les parties étaient au moins d'accord pour que l'illustration serve à illustrer le jeu. Donc ça, c'est le minima qu'il va accepter. En revanche, pour tous les autres usages que vous pourriez faire d'illustration, flyers, affiches, sacs plastiques, produits dérivés, mugs, ou exploitation au travers des réseaux sociaux, ou exploitation pour une adaptation, par exemple, du jeu, pour une adaptation numérique du jeu ou un service en ligne, alors ces droits les juges considéreront que ces droits n'ont pas été cédés et l'éditeur sera condamné à payer des dommages et intérêts à l'illustrateur qui aurait pu continuer à exploiter, octroiera des dommages et intérêts à l'illustrateur qui pourrait faire valoir du préjudice qu'il subit de ces exploitations qu'il n'a pas autorisées. Et puis enfin, troisième point qui est extrêmement important, c'est que si vous avez des mentions qui sont trop fermées et trop réduites, eh bien, ça limite aussi tous les usages que vous allez pouvoir faire de ces fameuses illustrations à la seule publication du jeu. C'est ce que je vous disais à l'instant, pardon. Et le juge va avoir une tendance naturelle à fermer les portes, on va dire, derrière vous, c'est-à-dire dire oui, très bien, on vous a cédé les droits pour faire le jeu, mais ça s'arrête là et vous n'avez pas d'autres droits. Et puis, deuxième situation, ça c'est la première situation, donc la situation d'une facture imprécise avec un illustrateur qui ferait une cession de droit forfaitaire. Le deuxième cas, qui est aussi extrêmement important, c'est le cas où il est prévu une rémunération proportionnelle. Alors, dès lors que vous décidez d'avoir une relation avec un illustrateur dans le cadre d'un versement d'une rémunération proportionnelle, vous allez devoir conclure un contrat type contrat d'auteur, parce que vous devez prévoir l'étendue et la durée des sessions.
Et ça, vous n'avez pas le choix. Et ça, vous ne pouvez le faire que par un écrit, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce contrat doit prévoir également, et c'est essentiel, l'assiette de la rémunération de l'illustrateur. Mais elle doit prévoir l'assiette de la rémunération de l'illustrateur pour tous les modes d'exploitation, c'est-à-dire l'exploitation du jeu, éventuellement les exploitations dérivées, la cession des droits si vous devez faire une adaptation numérique, si vous devez passer un contrat, une adaptation, utiliser les illustrations pour faire une adaptation cinématographique ou en dessin animé, ben, il va falloir conclure un contrat séparé de contrat de cession de droits d'adaptation audiovisuelle entre l'illustrateur et l'éditeur. C'est-à-dire que dès lors que vous rentrez dans un processus de création avec une rémunération pour l'auteur, qui est un vrai auteur indépendant et illustrateur, vous allez devoir traiter cet illustrateur exactement de la même manière qu'un auteur, en passant avec lui un contrat très spécifique et très bien documenté pour tous les modes de cession, tous les modes d'exploitation, les territoires, la durée, exactement comme un contrat d'auteur. Et s'il manque quelque chose à cela, bah, la cession, elle sera considérée en cas de litige par le juge comme étant non valide. Donc c'est la même difficulté que vous avez avec un auteur classique. Mais en plus, il s'avère que dans ce monde très spécifique du jeu, et ça ne concerne que le monde du jeu aujourd'hui à ma connaissance, et pourtant Dieu sait que je fais de la propriété intellectuelle dans beaucoup de domaines, même des domaines particulièrement ésotériques, vous êtes confronté à une situation qui est celle de l'interruption de l'exploitation du jeu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les produits que vous créez, ils ont une forme aujourd'hui, qui sont dans le goût du jour, et puis peut-être dans 5 ans, 6 ans, bah, ils seront plus dans la, je dirais, dans la vague, ou sur la vague, ils se feront plus sur la vague de la mode, et vous allez décider avec les mêmes règles de faire un autre produit, mieux packagé, mieux illustré, différent. Bien. Donc ça veut dire que vous allez arrêter l'exploitation du produit en cours. Et manque de peau, si en refaisant une nouvelle édition, l'auteur du jeu est toujours rémunéré à la manière proportionnelle, l'illustrateur lui touche plus un rond. Or, il a cédé ses droits pour une durée, a priori 70 ans, pendant toute sa vie, puis 70 ans après sa mort, donc pendant une durée extrêmement longue, pouvant espérer de façon totalement légitime de continuer à percevoir une rémunération tant que le jeu continue à être exploité. Or, à un moment donné, le jeu va arrêter d'être exploité au choix de l'éditeur, et l'éditeur va réimprimer le jeu, va en faire une nouvelle édition, et ne va pas nécessairement faire appel au même illustrateur, puisque vous allez, vous, en tant qu'éditeur, décider de changer l'illustrateur ou changer d'illustration, parce qu'elles sont plus au goût du jour, et vous voulez un petit peu redonner du nouveau, du neuf à ce jeu. Bien. Comment faire ? Vous n'avez qu'une possibilité, c'est de prévoir dans chaque contrat d'illustration cette possibilité de vous débarrasser de l'illustrateur dès lors que vous le rémunérez de façon proportionnelle. Et comme il s'agit d'une clause exorbitante de droit commun, il va falloir que cette disposition soit contresignée dans le contrat lui-même par l'illustrateur. Donc à chaque fois que vous avez des clauses qui vont sortir du lot des règles classiques du droit d'auteur, il faut qu'elles soient spécifiquement approuvées et acceptées par l'auteur illustrateur. C'est-à-dire que la clause par laquelle l'éditeur est libre de changer d'illustration du jeu à tout moment selon son choix, ce qui va faire pour avoir comme effet pour l'illustrateur de ne plus percevoir de rémunération proportionnelle, eh bien, il faut que ça soit prévu par le contrat. Il faut aussi que dans le contrat soit prévu que si l'illustrateur accepte que cette possibilité est acceptée sans aucune réserve par l'illustrateur, et surtout que dans cette hypothèse, il est bien conscient qu'il ne percevra plus aucune rémunération ni aucune forme d'indemnisation. Donc il faut le prévoir dans le contrat. Donc il faut l'écrire. Il faut l'écrire dans une casse et une graisse différentes du reste du texte du contrat. Il faut laisser une place pour permettre à l'auteur illustrateur de signer précisément la clause pour qu'il ne puisse pas venir ensuite contester les conditions dans lesquelles il a cédé ses droits sur les illustrations contre une rémunération proportionnelle, en prenant le risque que dans 5 ou 10 ans, le jeu change d'illustration. Donc ça, il faut véritablement y penser, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas changer d'illustration et d'illustrateur, sauf à avoir son accord spécifique au moment où vous décidez d'arrêter l'exploitation du jeu. Ça, c'est le premier point. Et puis, sauf si
évidemment, vous lui redemandez à nouveau de faire les nouvelles illustrations du jeu. Donc à ce moment-là, vous pouvez trouver un terrain d'entente entre vous deux, c'est-à-dire entre l'éditeur et l'illustrateur, pour pouvoir renégocier et remettre sur la table un nouveau process de création pour créer de nouvelles illustrations. Sauf que si, de votre côté, en tant qu'éditeur, vous voulez vraiment radicalement changer de style d'illustration, et les illustrateurs, ils ont vraiment un style qui leur sont propres, et ils ne peuvent pas du jour au lendemain se transformer et changer complètement de style dans leur travail. Si vous voulez vraiment changer de style d'illustration, vous n'aurez pas cette possibilité-là, sauf en l'ayant prévu au départ dans le contrat d'édition. Et ça, c'est dans le contrat d'édition des illustrations, donc, qui est un contrat d'édition, bien évidemment. Donc, contrat d'illustration. Donc, il faut bien que vous ayez ça à l'esprit. Et ça, c'est une vraie spécificité du droit de l'illustration. Donc, du coup, vous allez devoir prendre un certain nombre de précautions lorsque vous allez signer. Oui. Je t'interromps, il y a Cédric qui a une question. J'aurais une question là-dessus parce que j'imagine que voilà, il y a un jeu, 5 ans, 6 ans après, on veuille le ressortir. Oui. Il est probable qu'il y ait des aménagements qui soient faits au niveau des règles aussi du jeu. Oui. Auquel cas, est-ce qu'on peut considérer que c'est le même jeu si les règles du jeu ont changé? Non, c'est un nouveau jeu, ça sera nécessairement des nouvelles règles, et si c'est une nouvelle règle, ça va nécessiter un nouveau contrat. Avec l'auteur, mais du coup, est-ce que ça exclut mécaniquement, j'ai envie de dire, l'illustrateur? Non, parce que si les illustrations sont les mêmes, là, il y a. Alors, oui, non, mais si je veux changer l'illustration et que par exemple, il y a 3 règles qui. Imaginons que j'ai signé un contrat avec un illustrateur, que je n'ai pas prévu ce cas de figure-là, que je veuille ressortir un jeu et que sur ce jeu-là, il y a 3-4 règles, quelques petits aménagements qui vont changer. C'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu qui est différent de l'ancien, et donc du coup, je suis plus tenu juridiquement de rester avec cet illustrateur-là. Je resterai prudent, c'est qu'on n'est a priori pas tenu effectivement avec cet illustrateur-là, sauf qu'on va ressortir le jeu avec le même titre, avec le même nom, certes avec des aménagements. Et donc, si l'illustrateur prend un coup de sang et décide de saisir le tribunal en disant qu'il subit un préjudice du fait de l'arrêt de l'exploitation de l'œuvre en question, il va falloir qu'il explique au tribunal les conditions de ce préjudice, et vous allez devoir vous défendre en disant « mais moi j'ai la liberté de choix dans ma politique éditoriale, je décide de refaire un jeu, une nouvelle édition avec des nouvelles règles, et donc du coup j'ai besoin d'un nouvel illustrateur pour être au goût du jour », et on verra ce que dit le juge. Pour l'instant, aucun juge ne s'est prononcé sur ce type de situation. Donc, et ça va venir. Un jour, ça va se passer. Il y a bien un jour un illustrateur qui va dire, suite à une réédition, alors qu'il est rémunéré de façon proportionnelle et qu'il est écarté, qui subit un préjudice du fait de l'arrêt de l'exploitation, et demander donc des dommages-intérêts pour finalement perte de rémunération. Cette question n'a jamais été abordée par aucune juridiction française. Cette question-là. Les juridictions françaises ont tranché que 3 cas dans le domaine du jeu. Le premier cas, est-ce qu'un jeu est une œuvre originale, oui ou non? La réponse, c'est les mécanismes de jeu, tout ça, c'est un peu pourri. C'est pas forcément, ça donne pas forcément, ça permet pas forcément de les appréhender par le droit de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est la première réponse. Mais la structure même du jeu, dans justement sa forme physique et son image, constitue une œuvre protégée, dans ce qui a été dit dans l'affaire concernant Jungle Speed, qui avait été contrefait, là pour le coup, par un tiers, et qu'il avait vendu sur le territoire français, donc considérant que les dessins qui avaient été imaginés, les graphismes qui avaient été imaginés, étaient constitutifs de l'originalité du jeu, puisque le jeu, c'est le jeu de la patate, donc en soi, il n'est pas original. Mais, en revanche, c'est sa matérialisation qui fait que la création est originale. Donc là-dessus, les juges se sont prononcés sur ce cas-là. Le deuxième cas où les juges se sont prononcés, il n'y en a pas 36 000, c'est le cas où ils ont dit dès lors qu'un illustrateur était saisi était en relation avec un éditeur, et que ce travail, cette relation était manifestement une œuvre de commande, il ne pouvait pas prétendre, à être titulaire des droits sur ce jeu en tant que co-auteur, et 2, prétendre à une rémunération proportionnelle.
Et ça s'arrête là. Donc on est quand même, on est très 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 peu, il y a très peu de jurisprudence sur justement cette qualité à la fois d'auteur, hein, et la façon dont le juge va appréhender les illustrations. Le troisième cas, la troisième jurisprudence qui a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris, là encore, et là devant une juridiction spécialisée, et l'audience a été un petit peu houleuse, parce qu'il fallait vraiment expliquer les conditions de la réalisation des dessins, c'est la question de l'originalité des dessins du jeu de Double. Bon. Est-ce que les dessins sont constitutifs d'œuvres originales ou pas? Et les juges ont considéré que comme il s'agissait certes de symboles qui étaient des symboles qu'on trouve un peu partout, même s'ils avaient été mis en relief, même s'ils avaient été retravaillés, ils n'étaient pas suffisamment originaux pour permettre à l'auteur de ces dessins de prétendre disposer d'un droit privatif sur ces dessins. Et en plus de ça, il travaillait dans le cadre d'une œuvre, il était sous le contrôle d'un employeur, donc c'était un travailleur, c'était pas un auteur en plus indépendant, c'était quelqu'un qui travaillait sous le contrôle et sous la direction d'un employeur, donc dans le cadre d'un contrat de travail. Bon, donc il y avait deux éléments, il y avait la situation d'être en lien de subordination avec un employeur, et deux, le fait que la simple mise au volume, on va dire, la transformation pour donner un peu de volume au dessin, était pas suffisamment pertinente pour constituer le caractère original de l'œuvre, parce qu'en droit français, on l'a vu l'année dernière, la notion d'originalité est très importante, et l'originalité, qu'est-ce que c'est la marque et l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc la simple mise en volume n'est pas constitutif d'une marque et d'une empreinte de l'originalité de l'auteur, et donc du coup le caractère original de l'œuvre n'est pas retenu, et l'œuvre étant une œuvre collective qui plus est, l'auteur des dessins a été débouté de sa demande de reconnaissance d'auteur de l'œuvre des dessins. Donc il n'y a pas 36 000 jurisprudences en France, il n'y en a que 3 sur le terme de jeu. C'est assez facile de maîtriser la matière. Enfin, c'est pas si facile de maîtriser la matière en réalité, parce qu'après il faut s'y projeter. Mais voilà, donc ça c'est les 3 cas. Donc en dehors de ça, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Il y en aura d'autres peut-être dans quelques temps, mais pour l'instant, ces questions-là, en tout cas, à la fois d'originalité et de questions de rémunération pour les illustrateurs, il n'y a pas d'autre jurisprudence. Alors, ce dont il faut faire attention, donc, il faut avoir un moment rédigé avec précaution les contrats d'illustrateurs dès lors que vous avez une rémunération proportionnelle qui est prévue dans le contrat. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire contresigner par l'illustrateur dans le contrat même les clauses spécifiques qui vont apparaître comme dérogatoires de droit commun. Donc, quelles sont ces clauses? C'est celles que dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celles qui stipulent que l'éditeur puisse remplacer les illustrations par celles d'un autre illustrateur. Ça, c'est une clause qu'il va falloir que vous prévoyez dans votre contrat. Et dans le modèle que vous avez du livre blanc, je pense que vous avez cette proposition. Celle qui stipule que l'illustrateur ne percevra aucun droit d'auteur pour les nouvelles versions du jeu. Donc ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est celle qui stipule que l'auteur du jeu est prioritaire pour le rachat du stock en cas de mise en solde du jeu. La situation, c'est qu'en droit d'auteur, normalement, l'auteur a la possibilité de racheter le stock lorsque le jeu n'est plus exploité ou est mis en solde. Ce qui est peu le cas, c'est souvent dans le domaine du livre, hein, mais dans le domaine du jeu, la mise en stock, c'est soit vous vous débarrassez des trucs, soit vous les mettez à la poubelle, mais rarement il n'y a pas de soldeur qui achète des jeux, on n'est pas dans ce cadre-là. Néanmoins, il faut prévoir au contrat, parce que c'est une disposition du Code de la propriété intellectuelle, c'est que l'auteur a un droit de priorité. Sauf que si vous avez un illustrateur qui est rémunéré de façon proportionnelle, il y a un prioritaire à la priorité. Le prioritaire, c'est l'auteur du jeu. Et donc, il faut prévoir que l'illustrateur, il vient en deuxième rang. Donc, il faut d'abord que le premier choix du rachat du stock soit d'abord proposé à l'auteur du jeu. Et ensuite, l'illustrateur seulement, lui, a un droit de rachat du stock s'il le souhaite pour continuer à le commercialiser. Mais ça, c'est une problématique que vous connaissez que très peu, mais qui est néanmoins, il faut prévoir au contrat parce que c'est une problématique de droit de propriété intellectuelle sur la gestion du stock dans le contrat d'édition. On en parlera plus tard l'année prochaine, je pense, sur qu'est-ce que pourrait être un contrat moderne d'auteur de jeu et qui s'affranchit des règles du contrat d'éditeur, puisqu'on travaille actuellement là-dessus. Mais pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire sur cette question de rachat du stock. Et enfin, il faut qu'il y ait une clause qui stipule que l'illustrateur ne pourra pas concéder à nouveau ses droits sur les illustrations pour un autre jeu, notamment pour éviter toute confusion dans l'esprit du public. C'est pour ça que c'est très problématique pour l'illustrateur. L'illustrateur qui est
dégagé d'un jeu, parce que le jeu s'arrête, et qui est rémunéré de façon proportionnelle, en plus de ça, il ne peut pas les proposer ces illustrations à un autre éditeur, parce que ça veut dire que l'autre éditeur, il va éditer un jeu qui va ressembler au jeu précédent, et donc ça va créer de quoi? De la concurrence, quasiment du plagiat, et surtout ça va créer une confusion dans l'esprit du public, où le public va croire que le jeu est celui d'avant. Et donc du coup, l'illustrateur, il a la double peine. La première peine, c'est de ne plus percevoir de rémunération proportionnelle, ça c'est sa première peine. Et la deuxième peine, de ne pas pouvoir utiliser ces illustrations pour faire un autre jeu. Il peut les utiliser pour faire autre chose, mais a priori, elles n'ont pas forcément de raison d'être pour autre chose. Dans l'histoire du droit, il y a eu des cas comme ça d'un grand illustrateur de livres au 19e siècle, c'est Luc-Olivier Merson, qui a fabriqué aussi un billet de banque. Il a d'ailleurs fait un procès à la Banque de France parce que la Banque de France ne voulait pas lui mettre son nom sur le billet. Et il a gagné. C'est un des premiers cas de jurisprudence du droit moral de l'auteur en disant « moi je veux mon nom sur le billet, c'est moi qui l'ai créé ». La Banque de France lui a fait gros doigt en disant « c'est un billet, c'est à l'État, c'est pas à toi ». La jurisprudence a dit « non, c'est un auteur, il a des droits ». Et Luc-Olivier Merson, il avait reçu une œuvre de commande pour illustrer un livre qui s'appelle La Jacquerie. Et l'éditeur à l'époque, qui était Férou, ne l'avait pas payé. Donc il s'est barré avec les illustrations. Il va te faire foutre. Il est parti avec toutes les illustrations. Donc La Jacquerie, en l'occurrence, c'était une pièce de théâtre qui a été écrite qui est des rares pièces de théâtre écrites par Balzac. Et du coup, il les a données à un autre éditeur, Conquet, qui est le concurrent direct de Férou, pour illustrer un autre ouvrage qui s'appelle aussi La Jacquerie, et qui raconte une jacquerie. Et c'est selon les mêmes illustrations qui sont utilisées pour ce bouquin. Donc c'est un des rares cas en matière de bibliophilie où le premier, Férou, s'est fait dégager parce qu'il n'avait pas voulu payer ce que voulait Luc-Olivier Merson en termes de rémunération pour l'illustration. Et bien ces illustrations ont servi à illustrer le deuxième bouquin, qui est Montsoreau, je crois. J'ai oublié le nom de l'auteur du livre, qui est un illustre inconnu par ailleurs. Mais en tout cas, il est illustré par les œuvres qui auraient dû illustrer l'œuvre de Balzac. Voilà. La Jacquerie de Balzac. Donc voilà un des rares cas de récupération intrinsèque des illustrations pour produire finalement un ouvrage identique, parce que c'est le même thème. Bon, c'est pas le même œuvre évidemment, mais c'est le même thème. Mais c'est pour ça que je dis c'est une double peine pour l'illustrateur, parce que c'est clair que si il est rémunéré de façon proportionnelle et qu'il ne peut plus exploiter les images et que son œuvre n'est plus exploitée, en tout cas, il est certain que lui, il sera privé des exploitations futures de cette œuvre sous forme de jeu en tout cas, si tant est que ça puisse être récupérable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'ai bien compris la notion des droits cédés. Oui. Je voulais savoir si un contrat de renonciation de droits avec des rémunérations forfaitaires sur des versions étrangères, et que dans ce contrat, c'était précisé que c'était une œuvre de commande, est-ce que c'est un document qui juridiquement était valable ou pas, ou est-ce que c'était limite J'utilise ça actuellement. Ça me plaît pas beaucoup, parce que la notion de renonciation de droit, c'est quelque chose qui est... Mais quelque chose où on est très précis en fait sur la chose, en disant voilà, on est sur une œuvre de commande, l'illustrateur n'était qu'un exécutant sans cerveau, enfin pas ça. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, enfin... Voilà, l'illustrateur n'était qu'un exécutant et il n'a fait qu'appliquer les consignes en fait que l'éditeur lui a données. Oui. Il n'y a eu aucune communication avec l'auteur. Oui. On lui a pas interdit, mais il n'y en a pas eu. Voilà, donc je me demandais si ça c'était juridiquement valable ou pas en fait. Alors non. Et je voulais savoir votre point de vue. La réponse est non. Pour la bonne et simple raison, c'est que lorsqu'on est dans le cas d'une œuvre de commande et lorsqu'on fait une réédition ou qu'on fait une édition étrangère, on doit repayer des droits premiers qu'on avait déjà payés dans le cadre de l'œuvre de commande. Oui, mais si on rémunère les versions étrangères, c'est ce que je fais moi. Si on prévoit une rémunération forfaitaire des versions étrangères, est-ce que ça marche? Alors, si vous prévoyez une rémunération forfaitaire pour les versions étrangères... Déjà prédéfinie et qui n'est pas liée au tirage. Ça, c'est délicat. Mais effectivement, déjà, vous prévoyez une rémunération pour les exploitations étrangères. Donc là, vous êtes dans les clous. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, en fait, qui n'est pas forcément l'édition française, conformément aux règles qui existent dans le domaine de l'illustration en matière de presse, notamment pour les photographes, vous repayez des droits. Donc là, effectivement, c'est logique. Mais une fois encore, ce n'est pas une renonciation. Ce qui me choque, c'est la notion de rénonciation. Ça n'existe pas. Un auteur, il renonce à rien du tout. Mais s'il signe le document. Oui, ça n'a aucune valeur. Ouais.
La notion de renonciation, ça n'a aucune valeur. Un auteur ne renonce pas, ne peut pas renoncer. Ça lui est interdit par la loi. Déjà, il ne peut pas renoncer à l'exercice de son droit moral. Donc déjà, dans le droit d'auteur français, n'oubliez pas qu'il est bicéphale, ce droit. Vous avez d'un côté les droits moraux. Ces droits moraux sont incessibles, imprescriptibles et perpétuels. Donc déjà, tout cet aspect-là de son nom, la possibilité de demander le retrait de l'œuvre, toutes les questions relatives au droit de divulgation en particulier, toutes ces questions-là, vous ne pouvez pas l'acquérir en tant qu'éditeur, et lui n'a pas le droit d'y renoncer en tant qu'auteur. Ça lui est interdit par la loi. Et même s'il le fait, même s'il le contresigne, eh ben, ça ne vaut rien. C'est ce qu'on appelle les clauses réputées non écrites. Comme il y a un certain nombre de clauses en droit de la consommation qui sont réputées non écrites. Bon. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Après, pour ce qui concerne le reste, c'est bien la cession de ses droits patrimoniaux. Donc, il va céder de façon forfaitaire ses droits patrimoniaux pour toute exploitation à l'étranger, moyennant une rémunération forfaitaire qui est d'ores et déjà prévue par le contrat. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une rénonciation, c'est au contraire une autorisation d'exploiter de l'œuvre en langues étrangères, en contrepartie de quoi il perçoit une rémunération. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une renonciation. Donc, si je comprends bien, c'est juste une question de formulation. En fait, il ne faut pas appeler ça contrat de renonciation de droit, mais il faut juste trouver un biais. Ah oui, ça c'est pas bon du tout. Sur le plan juridique, c'est pas globe du tout. C'est le truc à ne pas faire. D'accord. Et excusez-moi. Sur les questions de renonciation de droit, j'en ai connu beaucoup parce que certains d'entre vous le savent. J'ai été l'avocat de Corbis quand Bill Gates a racheté Sigma jusqu'à temps que Corbis soit mis en liquidation judiciaire. Donc j'étais son avocat quand même pendant 15 ans. Et on a eu ce problème-là avec des notions de renonciation de droit de photographes sur des contrats et des exploitations qui n'existaient pas. Ça marchait pas. C'était absolument intenable de pouvoir prétendre des choses pareilles devant une juridiction. Les juridictions ne peuvent pas accepter ce genre de choses parce que ça serait effectivement une entorse grave au droit de la propriété intellectuelle. Et donc, et les anglo-saxons ont une tendance naturelle à aller vers la renonciation de quelque chose. En droit français, on ne renonce pas en droit de la propriété intellectuelle. C'est une notion qui n'existe pas, qui est même totalement étrangère. Elle est anglo-saxonne. Dans les contrats anglo-saxons, sur les contrats américains que je fais ou sur les contrats US que je faisais en matière de photo, oui, il y a des abandons de droit. C'est pas des renonciations, en fait, c'est des abandons. Mais en droit français, non, il n'y a pas d'abandon. Ne serait-ce que parce que ce droit de la propriété intellectuelle est bicéphale. On ne peut pas abandonner tout. Mais par contre, on peut céder. Et si vous voulez, c'est la différence entre le droit anglo-saxon. Le droit anglo-saxon, il est contractuel, c'est-à-dire qu'en fait il est consensuel et il est biparti, au sens où c'est vraiment la rencontre de deux volontés, et il ne faut pas croire que le droit anglo-saxon est moins protecteur que le droit français pour les auteurs. C'est faux, c'est une illusion qu'ont les juristes en France, ou qu'ont le grand public. Ce n'est pas vrai, parce qu'il est vraiment à la lettre du contrat. Est-ce qu'il va être recherché le juge? C'est le respect à la lettre du contrat. En France, le droit d'auteur est différent, il est d'ordre public, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des règles impératives d'ordre public contre lesquels on ne peut pas aller et on ne peut pas y déroger. Donc ça veut dire que, on doit contractualiser, mais en plus de ça, on doit respecter ces règles d'ordre public. Donc si on veut en sortir, eh bien, le juge vous tape sur les doigts et le juge a l'obligation d'interpréter le contrat, là encore, passer entre un auteur, personne physique, j'ai bien dit personne physique, et une société, toujours en faveur de l'auteur. Donc il ne peut pas interpréter les dispositions du code ne sont pas interprétables en faveur de l'éditeur. Il faut faire attention à ça. Si vous contractualisez avec un studio, donc une entreprise, une vraie entreprise, qui a plusieurs personnes et qui va vous faire, par exemple, je dis n'importe quoi, imaginez l'intégralité de la charte graphique de votre jeu. Même il y a des figurines dedans, ils vont vous designer les figurines, ils vont tout faire. Bon. Là, vous allez passer un contrat avec la société. Dans ce cas-là, les règles de droit de la propriété intellectuelle ne sont plus impératives. Vous pouvez prévoir ce que vous voulez, parce que vous êtes entre commerçants, et même si ça porte sur des éléments de droit d'auteur, à partir du moment où la société a développé en interne les produits, c'est exactement le domaine de la publicité par exemple, elle vous fournit un produit, on va dire, packagé, session, contre une rémunération, et là vous pouvez prévoir dans le contrat les conditions des exploitations très librement. Mais dès lors que vous, et c'est quand même 99% des cas, dès lors que vous passez avec une personne physique, un individu, alors les dispositions du code de la propriété intellectuelle deviennent impératives et vous ne pouvez plus y déroger. Donc il faut apprendre à jouer
dans les limites qui sont imposées par le code. Ce qui n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Et j'ai une deuxième question. La propriété physique des illustrations. Alors ça, c'est un autre débat. La propriété physique des illustrations, elle peut être prévue soit par contrat, et quand elle n'est pas prévue, c'est toujours l'illustrateur qui reste propriétaire de ces illustrations, et vous avez certains illustrateurs qui les vendent. Je connais plein de cas d'illustrateurs, exactement comme en bande dessinée, où vous avez des auteurs de bande dessinée, mes clients de la bande dessinée, qui vendent leurs planches, ce qui leur font des rémunérations complémentaires à des collectionneurs. Donc l'illustration support matériel reste la propriété de l'auteur, sauf à ce qu'il en cède la propriété matérielle à son éditeur. Ça, c'est dans tous les domaines confondus. C'est ce qui a généré un énorme contentieux, vous savez, avec notamment Pif Gadget ou Pif, le groupe Vaillant avait conservé toutes les planches de bande dessinée de tous les auteurs et ils les ont mis sous le coude et en spoliation totale des auteurs, puisque en fait, il est payé à la page, considérant que la page leur appartenait. C'était en fait l'achat d'une page au sens physique du terme. Non, c'est pas l'achat d'une page, parce que vous achetez la page que pour autant vous êtes titulaire des droits de ce qui a marqué sur la page, et vice-versa. Donc il y a une séparation entre la propriété matérielle de l'œuvre, de la propriété intellectuelle de l'œuvre, donc la propriété immatérielle de l'œuvre. C'est bien deux choses qui sont totalement distinctes. Mais vous pouvez, et ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire des illustrations que vous pouvez pour autant les exploiter. Parce que vous êtes propriétaire des illustrations, mais encore faut-il avoir les droits d'exploitation. Vous achetez un tableau d'un auteur contemporain, vous payez 15 millions d'euros, vous avez le droit de le mettre dans votre salon, point barre. Si vous faites des petites cartes postales avec ou des cartes de vœux pour votre société, vous serez condamné, ce qui a été le cas dans plusieurs cas de jurisprudence de sociétés qui ont été condamnées ayant acheté une jolie œuvre moderne, disant tiens, on va pouvoir faire notre communication sur notre société avec cette œuvre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'autres questions ? Oui, bonjour. Si jamais la personne physique, donc l'illustrateur, est étranger, quelles sont les modalités qui demeurent et quelles sont celles qui disparaissent ? Alors, lorsque votre illustrateur est un étranger, il peut revendiquer sur le territoire français toutes les dispositions du Code de la propriété intellectuelle française. Et même si vous avez passé avec lui un contrat qui, au regard de son pays, est un contrat qui est conforme aux règles habituelles, classiques. Par exemple, prenons un exemple de contrat anglo-saxon. En revanche, il pourra toujours faire valoir sa qualité d'auteur, personne physique indépendante, devant le juge français pour les exploitations qui ont lieu en France et demander réparation du préjudice qu'il pourrait avoir subi des mauvaises conditions d'exploitation. Prenons un exemple. Dans le contrat, c'est quelque chose de très simple, c'est 2 pages. L'auteur vous cède l'intégralité de ses droits de propriété intellectuelle pour l'illustration du jeu, et puis vous décidez de réutiliser ces illustrations pour illustrer une application numérique, par exemple. C'est pas prévu par le contrat. Dans le cas d'un contrat anglo-saxon, ça peut être couvert sous l'empire du copyright. Manque de bol, ça marche pas en France. Donc, ça veut dire que s'il revient en France réclamer une indemnisation pour une exploitation qui n'était pas prévue initialement, le juge va lui donner raison. Alors vous allez me dire, à ce moment-là, on va dire que le contrat qui va s'appliquer, c'est le contrat qui a été conclu sous l'emprise de la loi étrangère. Précisément, c'est le contraire, c'est le contraire qui a été jugé par la Cour de cassation dans une affaire extrêmement célèbre concernant le film Asphalt Jungle qui avait été colorisé alors que les ayants droit s'y étaient opposés. Les juridictions américaines ont donné à cette époque-là, dans les années 80, raison aux producteurs du film, disant que dans le copyright, il y avait éventuellement la possibilité de coloriser le film. Et lorsque donc ils ont perdu en première instance devant le tribunal de grande instance le tribunal de première instance de Sacramento, ils ont perdu en appel devant l'appel court de Los Angeles. Et puis un jour, les films Asphalt Jungle est arrivé colorisé sur le marché de Cannes, ici là, le marché du film, vendu à des chaînes de télévision françaises. Les héritiers ont fait un procès en France et ils ont gagné, en disant que la colorisation portait atteinte au droit moral, cette fois-ci de John Huston, qui avait écrit dans ses mémoires, John Huston, qui avait écrit dans ses mémoires qu'il n'imaginait pas ce film autrement qu'en noir et blanc, et c'était pour ça qu'il l'avait tourné en noir et blanc, alors qu'évidemment il pouvait le tourner en Technicolor, compte tenu de la noirceur du thème.
Et donc les héritiers ont fait valoir ces éléments-là devant le juge français. Les défenseurs ont invoqué les deux décisions rendues par les juridictions américaines et le fait que le contrat était soumis au droit américain en plus, entre un Américain et une société américaine. Ça avait déjà fait l'objet d'une juridiction et d'une décision de justice et définitive qui plus est. Et le juge français a dit: j'en ai rien à foutre de ce que vous me racontez. Moi, j'ai un truc qui s'appelle le Code de la propriété intellectuelle. C'est des règles d'ordre public. J'ai devant moi des gens qui se plaignent des conditions dans lesquelles vous exploitez l'œuvre. Je considère qu'effectivement, il y a atteinte au droit moral de l'auteur et je vous condamne. Donc, il a condamné le studio américain, plus la chaîne de télévision française. Ils ont évidemment fait appel, ils ont perdu en appel et ils sont poursuivis en cassation. Et la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe disant qu'à partir du moment où un auteur, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le type de contrat qu'il ait conclu dans n'importe quel droit étranger, il avait été toujours recevable à une action en France, dès lors que ces droits étaient violés au regard des dispositions du droit français. En France. D'accord, ça veut dire que si on est sur une œuvre de collaboration ou une œuvre hybride, on est tenu également de lui faire une rémunération forfaitaire. Alors si vous êtes sur une œuvre de collaboration, vous êtes tenu de faire une rémunération proportionnelle, pas forfaitaire, précisément. Proportionnelle. Voilà. Et si vous êtes sur une œuvre hybride, la question va se poser. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis que la notion d'œuvre hybride, c'est vraiment une question, c'est vraiment une vision économique de la relation. C'est vous un petit peu en tant qu'éditeur qui allez voir quel est le niveau d'implication de l'auteur. Si l'auteur est un auteur étranger et qu'il accepte, l'illustrateur est un illustrateur étranger qui accepte une rémunération forfaitaire, faites la rémunération forfaitaire. Vous n'allez pas être dans le cadre de l'œuvre de commande. Donc, mais si les illustrations représentent une part très importante du jeu, et je vais dire qu'elles vont même être essentielles au succès du jeu, il y a un risque. Sauf si, évidemment, vous avez en face de vous quelqu'un qui est parfaitement d'accord avec le deal qu'il a passé, bien évidemment. Mais une fois encore, le problème du droit, c'est que vous voyez les difficultés que lorsqu'il y a un conflit. Tant que tout se passe bien, on n'en parle pas. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand les relations entre deux personnes se délitent et qu'il y a un conflit et qu'on va devant les tribunaux. Et c'est là où on commence à faire du droit et on commence à s'interroger sur la titularité des droits et les conditions dans lesquelles ces droits ont été cédés. C'est clair. Dans le livre blanc, vous avez un modèle de contrat qui vous est proposé, qui est un contrat de rémunération forfaitaire. Donc, dans le cadre où on est dans le cadre vraiment de l'œuvre de commande. Le livre blanc propose, qu'on a fait, ne voit que cette situation-là, puisque dans la première partie du livre blanc, c'est un contrat d'auteur. Donc là, si vous êtes dans le cas de la rémunération proportionnelle, vous prenez le modèle de contrat d'auteur, avec les spécificités que je viens de vous présenter aujourd'hui, des clauses spécifiques à rajouter. Mais le livre blanc vous propose une solution d'une cession de droit au forfait. Mais c'est à vous de juger, au regard de votre activité et de l'implication de l'illustrateur dans le projet, si on est bien dans le cadre de l'œuvre pure et dure du forfaitaire, ou si au contraire, il peut y avoir effectivement un débordement, un déplacement qui fait que cet auteur peut manifestement être considéré comme étant rémunéré proportionnellement. Attention notamment, c'est qu'il existe une disposition dans le Code de la propriété intellectuelle extrêmement dangereuse pour toute personne que vous rémunérez de façon forfaitaire, c'est que un auteur qui est rémunéré de façon forfaitaire, quel qu'il soit, que je dis bien un auteur au sens générique du terme, peut toujours saisir le juge pour venir prétendre avoir subi une lésion des 7/12e. S'il est capable de démontrer que si, au regard des conditions du marché, au regard des usages de la profession, il aurait été rémunéré de façon proportionnelle, il aurait perçu une somme supérieure aux 7/12e de ce qu'il a perçu, alors le juge a le pouvoir de requalifier le contrat en rémunération proportionnelle. C'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que c'est le seul cas quand même où un juge peut modifier les conditions d'un contrat passé entre deux parties en matière de propriété intellectuelle. C'est une disposition du Code de la propriété intellectuelle, où le juge a le pouvoir finalement de transformer une rémunération forfaitaire en rémunération proportionnelle si l'auteur a subi une lésion supérieure des 7/12e. Donc, alors c'est vrai que les illustrateurs touchent des petits pourcentages
C'est assez logique. Donc, le risque est moins de l'action en lésion. Et la jurisprudence montre que dans certains cas, il y a eu des actions en lésion qui sont tombées à l'eau, puisqu'on a démontré l'inverse, qu'en réalité, les auteurs avaient touché beaucoup plus en étant rémunérés de façon forfaitaire que s'ils avaient été touchés proportionnellement au regard des conditions du marché, du nombre de... Là, c'était pour des livres. Hein. C'est des illustrateurs de livres au regard du nombre d'exemplaires vendus et puis au regard du PPHT qui aurait dû être appliqué. Mais néanmoins, cette possibilité existe. Donc, faut penser qu'on a toujours au-dessus de sa tête une épée de Damoclès qui peut permettre à un moment donné à un auteur de venir contester le choix de son mode de rémunération, carrément le choix, la disposition de base, je suis rémunéré forfaitairement ou je suis rémunéré proportionnellement. Moi, j'ai une petite question donc sur le 4e cas, qui est l'œuvre accessoire, c'est le mémoire. Oui. Quelle est la limite fixée? Est-ce que c'est un pourcentage, etc. Puisque jusqu'à preuve du contraire, une interprétation. La preuve du contraire, alors l'article 131-4.4 du Code de la propriété intellectuelle donne des exemples en disant qu'il faut effectivement que la contribution ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre. Donc, caractère accessoire, je vous dis, c'est 3 petites crobards dans des règles de jeu de rôle. Ça peut être la seule intervention d'un auteur sur un élément de la boîte, par exemple. Vous voyez, ça peut être pour prendre un exemple de livre, quelqu'un qui rédige une préface d'un livre, c'est considéré comme étant accessoire par rapport au bouquin. Donc il est rémunéré de façon forfaitaire, c'est ce que prévoit l'article 131-4 quatrièmement. D'ailleurs, il a été écrit pour ça, il a été écrit pour les préfaciers à l'origine. En 1957, il avait été écrit pour ça. Donc cette notion de caractère accessoire, c'est vraiment c'est sauf preuve contraire. Donc il va falloir que l'auteur puisse venir prétendre qu'au contraire, ce qu'il a réalisé est essentiel à l'œuvre. Bon courage, hein, démontrer lorsqu'on est objectivement dans une situation quand un illustrateur est le travail d'un illustrateur est objectivement accessoire à l'œuvre, il est très difficile pour lui de démontrer le contraire. Quand c'est vraiment objectif, il faut être très objectif, il faut regarder l'œuvre en l'état, enfin comment elle est. Et évidemment, si vous avez reprenons notre exemple de jeu de rôle, si dans le jeu de rôle qui fait 300 pages, vous avez en plus 200 illustrations, là non, ça va pas être accessoire avec le jeu. Vous voyez, ça va devenir vraiment partie intégrante du jeu. Je pousse le raisonnement plus loin. Je pense, à ma connaissance, qu'il n'y a aucun auteur de jeu qui vient avec un jeu illustré. Oui. Très très rarement. Oui, et donc, dans tous les cas, oui, toutes les illustrations sont des illustrations accessoires qui augmentent les ventes, mais dans très peu de cas, elles sont réellement mécanismes de jeu. Oui. Et tous les redesigns qui ont été faits, on va prendre Catan, on peut prendre du Double ou en choix d'illustration, ou du Dixit, même si ça se... Là, dans le Dixit, au contraire, on est d'accord. Le Dixit, le dessin fait partie intégrante des règles. Donc ça, c'est l'exemple type du jeu où les auteurs sont rémunérés les auteurs des illustrations sont rémunérés de façon proportionnelle parce que leur travail rentre véritablement dans la mécanique du jeu. Ou bien Dixit, ce que je voulais dire, c'est que sur Dixit, on pouvait rechanger les illustrateurs et qu'on gardait la même chose. On peut prendre de nouvelles illustrations. Voilà. Mais sur tous ces jeux-là, le marché l'a montré, on change les illustrations et le succès est toujours là, etc. Alors, et qu'il n'y a aucune perte de... etc. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, on est vraiment dans ce cas-là, puisque jusqu'à des très... Vous avez raison sur le fond. Vous avez raison sur le fond. Le problème, c'est que le juge analyse les choses de façon différente. Vous avez parfaitement raison sur le fond. Prenons l'exemple, par exemple, de Vinci. Pour ceux qui vous voyez comment était Vinci à l'origine, sa première version, sa deuxième version, et puis après c'est devenu Small World, etc. Donc le jeu, finalement, est toujours le même. Sauf que, au lieu d'avoir des peuples de base historiques, on a des peuples, des elfes, des machins, des orques, etc. Mais la mécanique de jeu reste la même pour Small World. Or, le produit est totalement différent. Et peut-être que l'illustration joue un rôle très important dans la commercialisation, alors que le jeu Vinci, au départ, était un peu sobre dans sa présentation. Oui, mais pour ma connaître Philippe, entre Vinci et Small World, il y a une très très grosse différence de game design, c'est que les caractéristiques sont nominatives. Exact.
Alors elles ne sont pas illustrées, en fait. Oui, tout à fait. Avant, elles étaient les mêmes pour tout le monde. Elles étaient, on va dire, elles étaient assez abstraites. Oui, abstraites, tout à fait. Et puis les mêmes pour tous les joueurs. Enfin, on tirait les pions, on jouait les. Donc ici, c'est quand même le game design qui a mis l'illustration. On joue pas un orc, on joue un personnage qui gagne un point de victoire. Moi, j'ai une vision un peu dépavrée de Vinci, parce que je l'ai eu à tellement stade depuis qu'il a été présenté au concours de Boulogne-Billancourt. J'étais membre du jury, je lui ai donné le premier prix, et avec mes petits camarades. Et c'est vrai qu'il a subi beaucoup d'avatars. Et c'est vrai que oui, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est plus Vinci. Ouais. Et autre petite question, mais je déborde et puis après je repasse le micro. Au niveau, quel est le statut du sculpteur par rapport à l'illustrateur? Parce qu'en gros, globalement, c'est les mêmes choses. Or, je pense qu'ici, dans la salle, tout le monde serait d'accord de dire que, à très rares exceptions près, les sculptures sont juste un élément du jeu qui aide, mais c'est en dehors d'aucun cas du game design. Faites très attention à ça. Les sculpteurs ont les mêmes droits que des oui, on est bien d'accord. Oui. Sauf ceux qui vont interpréter des images en 3D, c'est-à-dire que vous avez deux catégories de sculpteurs. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la sculpture de figurines, la société Dark Sword, en particulier la société américaine, emploie des illustrateurs sculpteurs, et eux touchent une rémunération sur l'exploitation des figurines en tant que telles, c'est-à-dire en tant qu'auteurs. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois auteurs de la composition, on va dire, dessinée, illustrée, et après ils vont réaliser la sculpture, et en plus après ils réalisent même la peinture pour le compte de la société, mais ça c'est un autre débat. Lorsque le sculpteur est un simple exécutant, il reste un prestataire de service. Le problème, c'est quid du sculpteur qui va élaborer des pièces totalement, et donc il va faire une proposition à l'éditeur de pièces pour son jeu. Et c'est lui qui va être le designer de la pièce en question. Là, il est exactement un auteur au même titre qu'un sculpteur classique. Hein. Donc le sculpteur qui part pas de concepts graphiques qu'on lui a déjà donné, et lui n'a qu'à faire une interprétation 3D du dessin. Ce qui est la différence entre le dessinateur et le lithographe, pour prendre un exemple du 19e, où le lithographe, lui, va se contenter simplement de lithographier et interpréter le dessin, même si les lithographes peuvent avoir énormément de talent, et ils en ont. Le sculpteur qui va concevoir la pièce en entier, oui, il est auteur au même titre qu'un illustrateur. Et pour ces contrats, moi en tout cas, pour ceux de mes clients qui utilisent des sculptures, j'ai fait des vrais contrats de sculpteurs avec des sessions de droit de sculpture, hein, pour tous les jeux de la figurine que j'ai fait en tant qu'avocat. Pour mes clients, ça oui, parce qu'ils sont vraiment, et ils sont d'ailleurs rémunérés de façon proportionnelle. Pour certains d'entre eux. Il y en a qui ont été rémunérés de façon forfaitaire, mais j'en ai moi qui ont été rémunérés de façon proportionnelle. Alors, c'est des petits pourcentages, parce que, évidemment, mais sur des Kickstarter, faites attention, hein, quand il y a 300 ou 400 figurines, et que si elles sont toutes élaborées par la même personne, bon, c'est pas toujours le cas, c'est ce que les collectionneurs recherchent. Ils vont rechercher le truc avec les figurines. Donc, les figurines, elles font vraiment partie intégrante du jeu. Et alors là, pour le coup, le juge, il va pas dire que c'est un accessoire. Hein. Arriver avec Mythic Battle devant le juge all inclusive, il va vous dire ah oui, effectivement, ouais. Il y a du monde dans les boîtes avec des figurines qui sont hautes comme ça pour certaines d'entre elles. Donc il va pas considérer, il considérera nécessairement que les figurines sont pas accessoires du jeu. Hein. Et moi je dirais même qu'elles sont même plutôt oui, sont quasi, voilà. C'est vrai qu'il y a les règles, il y a les machins, etc. Mais quand vous arrivez avec tout le package et toutes les figurines, c'est pas accessoire. C'est pas accessoire au système. C'est essentiel au produit, mais c'est pas à la base du game design. Ouais, c'est ça que je on est super d'accord. Oui, mais le juge, il va considérer le produit dans sa globalité. Vous avez utilisé le terme exact, c'est que vous le voyez, et vous comme moi, on le voit en tant que joueur et en tant que game designer. Donc on dit, pour nous, j'ai ça ou autre chose, c'est pareil. J'ai des mandarines ou des figurines. Globalement, c'est la même chose. Je peux me projeter, moi, que c'est Hera, Zeus, je m'en fous des figurines. Mais mettez-vous toujours à la place de celui qui va juger votre litige. Il va, lui, interpréter l'œuvre dans sa globalité, c'est-à-dire dans sa forme. Et il va pas...
séparer game design de représentativité ou de réalisation de l'œuvre dans sa finalité. Le juge, il va l'interpréter intégralement. Et même, il va avoir une tendance à dire que les règles ne sont pas des trucs protégeables. Vous savez, il y a des cas quand les règles sont pas, quand il y a un manque d'originalité, il n'y a pas de protection. Donc l'originalité, elle va reposer précisément sur l'illustration, sur les figurines, sur tout ce que vous voulez, sur le matériel. C'est ça qui va conférer à l'œuvre le caractère original. Pour reprendre Jungle Speed, c'est ce qui s'est passé. Jungle Speed, le jeu en lui-même n'a pas d'originalité, puisque c'est le jeu de la patate, qui existe depuis des décennies, voire peut-être même des siècles. Bon, donc, ce qui va faire l'originalité du jeu, c'est ce qu'a dit les juges, c'est justement le graphisme. Et c'est ce qui va lui conférer la protection. C'est pas sur le système. Donc n'oubliez pas que dans beaucoup des jeux qui sont édités, vous avez beaucoup de règles qui, en soi, ne constituent pas des œuvres de l'esprit protégeables parce qu'elles n'ont pas d'originalité au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Originalité, c'est qui porte la marque et l'empreinte de la personnalité de son auteur. C'est la définition de la Cour de cassation de l'originalité. Donc, quand on n'a pas ça, pour protéger notamment contre du plagiat, contre de la contrefaçon venue de Chine et qui rentre sur le territoire européen, contre ça, qu'est-ce qu'on a ? On a juste défendre l'originalité précisément de l'œuvre que l'on tient. Et l'originalité, elle tient sur trois choses. Il y a évidemment la marque, ça déjà c'est la première chose. Il y a l'aspect justement physique, et puis éventuellement les règles, si tant est que ces règles soient originales. Mais si déjà les règles en elles-mêmes, elles sont pas originales, Uno, le jeu Uno, il tient pas par ses règles. Hein. Il tient par sa remarque et par son matériel, mais pas par les règles. Oui, je suis bien d'accord. C'est le but américain. Donc mon intervention, elle est dans le sens où je pense, à ma connaissance, il n'y a pas de marché de la seconde édition ou de la réinterprétation d'un jeu qu'on pourrait avoir dans la littérature ou dans le cinéma. Ouais. On va aller voir Spider-Man 1, 2, 3 et on va aller revoir le reboot de Spider-Man. Ouais. Ici, Carcassonne 1, personne n'achète Carcassonne avec les nouvelles illustrations. Parce que c'est pas une réinterprétation, c'est la même règle, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait. Je suis dans la théorie, dans le juridique fiction, hein, mais en soi, il n'y a pas de marché de ça. Alors que dans toutes les autres œuvres littéraires, il y a un marché de la réinterprétation. On va aller revoir une pièce de théâtre parce qu'elle est revue par quelqu'un. Ici, si on a acheté Carcassonne V1, qu'on achète avec Doris Mataos ou Jürgen, enfin, je ne sais plus le nouvel illustrateur, ça ne change rien. Les gens qui ont acheté Pandémie 1 et qui achètent la réédition de Pandémie, ils achètent exactement le même jeu, ils le rachètent et il n'y a pas de... Le pourcentage de gens qui l'achètent est très très faible. Là où au cinéma, ça va être énorme, dans la littérature, dans la bande dessinée, si on refait, ça va être énorme, mais est-ce que c'est des choses qui pourraient être utilisées ou pas du tout ? Parce que dans les cas, ça n'existe pas en tout cas, il n'y a pas de marge, enfin, c'est un pourcentage ridicule. Oui. Mais pour autant, une fois encore, on ne peut pas lire la mare de café ni la boule de cristal, ça dépendra du jour où ça arrivera, de la position du juge. Qu'est-ce que va nous dire le juge lorsqu'il va être confronté à ce type de situation ? C'est ça la vraie question. Ça sera à lui de trancher, finalement. Puis si en première instance, ça continue, après ça sera au conseiller de la cour d'appel qui vont faire gratte. Hein. Déjà, je peux vous dire, en pratique, expliquer à un juge un jeu, je me souviens de l'audience de Double, il a fallu expliquer les mécanismes du jeu, donc comment on jouait. Ça a été très compliqué. Vous êtes devant un public qui est non averti. Donc, montrer les cartes, comment elles sont faites, quelle est la mécanique, comment ça fonctionne, déjà, ça prend une demi-heure. Donc, il faut des audiences spéciales dans un système judiciaire français qui est complètement déliquescent. Le justiciable peut même plus se défendre parce que ça prend 10 ans pour se défendre. Moi, j'exagère, mais ça prend 5 ans pour se défendre. Donc, on est face à des gens qui sont des béotiens. Donc, il faut prendre l'histoire au départ. Exactement comme j'étais un des premiers avocats français à faire du droit de l'Internet. Quand il fallait expliquer ce que c'est qu'un proxy ou expliquer ce que c'est qu'un système, qu'une navigation HTML et un lien hypertexte, il a fallu, avant chaque audience, expliquer aux magistrats pendant 1 heure, 1 heure et demie, la technicité, comment ça fonctionne. Autrement, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas apprécier. Vous voyez ? C'est ça la difficulté. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines du droit. Hein. C'est pas propre au jeu. C'est pas. J'ai donné l'exemple de l'Internet. Au temps de la préhistoire de l'Internet, je vous parle en 1994, où c'était la préhistoire et les premières jurisprudences qui en est découlé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi j'ai une question un peu technique. Enfin, un peu technique. Oui.
Dans le cas où il y a une société effectivement de prestation, donc de service, oui. De service, fait des dessins, mais est-ce que c'est du coup à l'éditeur de surveiller, de savoir eux Oui, parce que le contrat qu'on va vous proposer, ça c'est un contrat de merde. Et donc vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez derrière. Donc vous avez intérêt sacrément à mettre les mains dans le moteur et proposer votre contrat. Alors, c'était pas tout à fait la question, c'est de savoir est-ce que comment eux, c'est-à-dire est-ce que tout a été fait en interne, est-ce qu'ils n'ont pas fait appel à des externes, Tout à fait. Alors ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui, notamment quand on travaille avec des studios, de vérifier, de contrôler l'ensemble des contrats qui font que la société est bien titulaire des droits qu'elle invoque. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Dans le contrat que vous allez passer, vous allez avoir une clause de garantie, où elle vous garantit d'avoir acquis tous les droits. Sauf que si elle ne le fait pas, l'auteur dont les droits auraient été spoliés a une action contre vous directement. Et c'est vous qui payez les pots cassés au bout du compte. Parce que vous ne pouvez pas invoquer votre bonne foi pour vous exonérer d'une condamnation. Et ça, c'est une disposition, ça résulte d'un arrêt de la Cour de cassation des années 80 en matière de chambre commerciale qui dit que dès lors que l'action en contrefaçon est engagée devant une juridiction civile ou commerciale, le contrefacteur, même de bonne foi, ne peut jamais exonérer sa responsabilité. Donc le risque, il est majeur pour vous. Celui qui porte le risque, celui qui supporte le risque, dans ce cas précis, c'est vous, éditeur, qui au final exploitez le produit. Et dans toutes les grosses affaires de contrefaçon où vous avez ce type d'action, bah l'utilisateur final des œuvres qui ont été contrefaites ou pour lequel l'auteur n'a pas forcément cédé ses droits à l'entreprise qui est là recédée, c'est légion. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'affaires que moi j'ai eues et qui existent concernant ce type de situation. Alors, comment contrôler ? Vous pouvez le contrôler. Dans certains dossiers, ce qu'on fait, c'est qu'on demande copie des contrats qui vont être conclus entre, s'il y a des exploitations qui sont faites en externe, par des intervenants indépendants, la nature des contrats qui sont conclus. Et deuxième chose, on demande de vérifier si dans les contrats de travail des salariés, il y a bien une clause de cession de droits au profit de l'entreprise. Parce qu'elle n'est pas de droit, précisément. La clause de cession de droit d'auteur est de droit à l'entreprise uniquement dans un seul et unique cas, lorsque la personne qui est embauchée est un informaticien et qui fait du développement informatique. Mais j'ai bien dit du développement informatique, pas de l'infographie. Quelqu'un qui rédige de la ligne de code. De par la disposition du code du travail, du code de la propriété intellectuelle, tous les droits sont dévolus à l'employeur, du fait du contrat de travail. C'est le seul cas. Dans tous les autres cas, dans tous les autres domaines de l'activité de la création artistique, il faut que dans le contrat de travail, il y ait des clauses de cession de droits d'auteur. C'est valable pour vous, société d'édition. Hein. Si vous employez des gens en interne qui font des graphismes, des machins, etc., vous devez impérativement prévoir dans vos contrats de travail les conditions de cession des droits de vos salariés et prévoir aussi les conditions au moment de l'entretien préalable annuel de confirmation de la cession des droits pour les œuvres qui sont créées durant l'année pendant laquelle ils ont travaillé pour vous. Parce que lorsqu'ils se quittent la société, ils peuvent venir vous empêcher l'exploitation de vos droits en disant, ils vous assignent en disant vous exploitez sans titre ni droit mon œuvre que j'ai développée dans le cadre de mon contrat de travail. Le juge va vous dire vous avez des contrats de cession, vous allez dire non, c'est mon salarié, j'en ai pas besoin. Il va vous répondre si, article 111-1 du code de la propriété intellectuelle, c'est le premier article du code de la propriété intellectuelle qui dit que le contrat de louage d'ouvrage, en l'occurrence donc le contrat de travail, n'entraîne aucune exception aux dispositions du présent code. Et donc, conséquence de quoi vous vous trouvez gros gens comme devant à devoir payer des dommages et intérêts à votre auteur salarié. Okay. Donc voilà, donc faites très attention à ça. Donc pensez-y en interne de prévoir dans vos contrats de travail des clauses et de bien gérer les droits avec vos salariés, mais pensez-y effectivement quand vous avez des prestataires services extérieurs. Ça veut dire que c'est un enfer en fait. C'est un enfer, ouais. Avec un prestat extérieur. Soit vous avez des gens qui sont on n'a pas de temps, mais je raconterai, pour ceux qui ça amuse, des situations totalement ubuesques, des sociétés qui avaient pignon sur rue pendant 30 ans, ils ont travaillé, ils n'ont jamais eu un problème, etc. Et puis un jour, il y a un salarié qui a fait une erreur dans la boîte, et il a coulé la boîte. Voilà.
une boîte de com, en l'occurrence une très grosse société de communication parisienne, spécialiste de la un publicitaire, enfin une agence de com, une agence de publicité. La boîte, elle a été obligée de payer 2 ans non pas de chiffre d'affaires, de pas de bénéfice, oui, de marge nette, de dommages et intérêts. Et en plus, elle a perdu son principal client, qui était une grande entreprise automobile japonaise, dans la foulée. Donc elle a tout perdu dans l'histoire, simplement pour une boulette d'un salarié. Mais qui était quelque chose de inimaginable, ça ne pouvait pas arriver. Donc, vous auriez acheté la société, genre la société est en vente, vous faites un audit, machin, vous dites, bon, il n'y a pas de problème, cette boîte, je l'achète, je mets les 30 millions d'euros pour l'acheter, ou les 100 millions d'euros pour l'acheter, ça roule comme ma poule, puis derrière, vous vous faites défoncer, et c'était imprévisible. Donc, il y a des choses dans les relations humaines qui font que oui, c'est imprévisible. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il ne faut pas être nécessairement totalement parano, parce qu'en temps, on ne vit plus, mais il faut être prudent. Et puis, une fois encore, c'est les risques des affaires. À un moment donné, il y aura une merde et il va falloir en supporter les conséquences. Donc, il faut avoir les reins solides pour pouvoir la supporter les conséquences. Et effectivement, beaucoup de petits studios qui travaillent avec vous ont des pratiques juridiques. C'est normal, ils sont jeunes, ils travaillent à flux tendu, ils n'ont pas le temps de s'en préoccuper, ils n'ont pas forcément les moyens de payer un conseil, ça coûte de l'argent, donc c'est pas le principal. Le principal, c'est d'avoir des clients, d'avoir des gens qui travaillent, de développer la société. C'est pas mettre du droit dans l'activité, c'est logique, c'est parfaitement logique. Donc ils ont des pratiques qui sont bizarroïdes, ils récupèrent des bouts de trucs sur Internet. Quand on va arriver les contrats, ça va mourir de rire, c'est des mélanges de contrats américains, anglais, allemands, français, enfin c'est du n'importe quoi. Et ils pensent qu'ils peuvent vivre comme ça. Donc à un moment donné, quand vous êtes en face et vous faites appel à ce genre de studio, soyez prudents. Parce que évidemment, eux, ils n'ont pas cette culture. Ils l'auront avec le temps, bien sûr, mais les choses ne se font pas en un jour. Il faut prendre son temps. Ouais. 2 questions peut-être. La première, vous avez souvent parlé des illustrateurs personnes physiques. Oui. Question peut-être un petit peu bête, mais quid de l'auto-entrepreneur? On doit le considérer comme une personne morale ou une personne physique? Alors, un auto-entrepreneur ne peut pas percevoir de droits d'auteur. C'est interdit par la loi française. Donc, un auto-entrepreneur ne peut pas être auteur. Donc, s'il y en a un auto-entrepreneur, il peut vendre autre chose, du service, etc., mais pas de la cession de droits d'auteur. Donc, s'il intervient comme auteur, il intervient non plus comme auto-entrepreneur, mais comme vraiment personne physique, et donc auteur, et donc on revient à la qualité d'auteur de base. Voilà, ça lui interdit de faire des notes de droits d'auteur à l'auto-entrepreneur. Et deuxième question, vous avez distingué la rémunération proportionnelle avec l'intéressement. Oui. Dans une situation, par exemple... Ah oui, dans la jurisprudence en question, oui. Oui, tout à fait. Oui. Tout à l'heure, si on est dans le cas d'une rémunération forfaitaire, par exemple, et qu'on prévoit un intéressement pour l'illustrateur, est-ce qu'il faut quand même qu'on prévoie des clauses que vous avez appelées tout à l'heure exorbitantes du droit commun en cas de sortie? Est-ce qu'il faut qu'on le prévoie dans ce cas-là également? C'est préférable. Alors déjà, il ne faut pas prévoir un intéressement, c'était la situation de ce dossier-là en particulier, donc ce n'était pas forcément la bonne solution. Il faut simplement prévoir une rémunération proportionnelle classique. Hein. Donc l'intéressement, c'est quoi? Là, en l'occurrence, il y a un forfait qui est payé au départ pour le travail qui est réalisé, plus un droit proportionnel pour l'exploitation. Donc en fait, le premier droit, c'est un droit d'auteur qui est payé, qui est soit récupérable sur les exploitations futures, soit flat, il ne sera pas récupérable, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, plus derrière une rémunération proportionnelle. Donc restons dans les règles, dans les rails du droit, faisons des rémunérations proportionnelles dans ce cas-là. Et à ce moment-là, tout ira bien, il n'y aura pas de difficulté. Mais la notion d'intéressement à l'exploitation, c'est une notion qui devient déjà, on va dire, alien pour le droit d'auteur. Parce qu'il ne connaît pas ça, il ne sait pas faire. Dès lors qu'on a une personne physique devant soi. Il sait faire des redevances,
quand on a une personne morale, donc un intéressement, c'est une redevance, comme une licence, donc ça marche. Mais quand on a une personne physique en face de soi qui est un auteur, le droit ne sait pas faire ça. Et un intéressement, ça n'existe pas. Il y a soit des droits proportionnels, soit des droits forfaitaires, et c'est tout ce qu'il sait faire, le droit. Il est con, le droit. Le droit de la propriété intellectuelle, il est particulièrement con. Il ne sait pas faire autre chose. Et donc, du coup, la notion d'intéressement, c'est à éviter. C'est soit vous donnez... Mais par contre, évidemment, il faut dire, c'est des droits d'auteur, et c'est de la rémunération proportionnelle. Alors moi j'avais une petite question par rapport aux localisations, où finalement c'est un peu comme avec les studios, où finalement on doit aussi vérifier qu'il y a bien eu toutes les sessions de droit, puisque de toute façon, vu que moi je sortais une localisation en France, donc si l'auteur a dans ce sens-là, c'est vous qui localisez en France un produit qui vient de l'étranger. Voilà. Alors, oui, c'est vachement difficile, du coup, c'est vachement difficile. C'est arrivé avec justement une publication, c'était pas dans ce sens-là d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a mal interprété un contrat de cession de licence italien, qui portait sur un jeu qui était La Guerre de l'Anneau. Et donc, l'éditeur s'est dit, bon, bah, très bien, je prends le jeu et puis je l'adapte à partir du jeu italien, qui avait les droits de Tolkien, JR, machin, la fondation. Et malheureusement, en interne, ils se sont dit, bah, c'est très bien, le gouffre de Helm, ça va s'appeler le gouffre de Helm, machin, il va s'appeler comme ça, machin, il va s'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc repris les noms dans la traduction de Tolkien en français. Bad move, parce que la traduction, elle est protégée. Celui qui en est l'ayant droit, c'est un séminariste, c'est un curé actuellement, qui défend les intérêts de son aïeul, qui en a fait la traduction, l'autre est mort. Et donc à chaque fois qu'on utilise les termes qui sont tirés du Seigneur des Anneaux, il fait un procès. Et donc quand le jeu est sorti, il s'est fait démonter la tronche, parce que évidemment, les termes qui étaient utilisés, ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc voilà un exemple dans le sens inverse où le français va adapter le jeu pour lequel il y a une licence, mais il va utiliser des termes qui sont connus des Français, puisque ça vient de la traduction française. Pas possible, parce que les mots, les traductions sont des œuvres protégées. C'est la même chose si vous utilisez le terme les hauts du Hurlevent. Les hauts du Hurlevent, c'est pas la traduction c'est une traduction et c'est pas le titre du bouquin des Sœurs Brontë, hein, qui est Whispering Eye. Donc c'est un mot qui est inventé, les hauts du Hurlevent. Et donc ça, c'est la propriété de l'éditeur, du traducteur. Donc effectivement, lorsque vous recevez un produit en localisation, la seule chose que vous pouvez faire en réalité, c'est d'avoir une garantie, c'est ce qui se passe toujours dans les contrats de licence, une garantie de la part de l'éditeur que qu'il a bien tous les droits et que s'il y a un problème, vous avez une action récursoire. Ça ne vous protège pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de l'action directe de l'auteur qui vient vous attaquer directement sur le territoire français pour contrefaçon. Et il a tout à fait la possibilité de le faire. Vous devrez vous retourner à ce moment-là contre l'éditeur étranger. Vous serez condamné nécessairement en France, automatiquement. Si l'auteur est bien l'auteur, et s'il a pas cédé ses droits, vous serez automatiquement condamné. Vous ne pourrez pas faire votre bonne foi. En revanche, dans le cadre de l'action récursoire, vous aurez une condamnation de celui qui vous a cédé la licence, évidemment, contre lequel vous allez devoir ensuite faire exécuter la décision. Donc, quand c'est de faire exécuter une décision financière à l'étranger, c'est toujours très, très, très compliqué. En France, on a tout un système avec des huissiers de justice, etc. Ça marche très bien. Si c'est un Polonais qui vient faire exécuter, qui vous vend une licence et que vous voulez faire exécuter la décision en Pologne, bon courage pour pouvoir arriver à la faire exécuter. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et de toute façon, vis-à-vis de la personne qui va gagner le procès contre vous, c'est-à-dire l'auteur, vous serez obligé de payer. Donc vous avez faux sur toute la ligne. Et du coup, ça va vous coûter un bras en frais d'avocat. C'est encore en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a le coût de la procédure et puis les frais qui sont évidemment liés à cette procédure. Et ça, vous ne pourrez pas les récupérer en plus. Donc oui, la seule chose que vous pouvez faire dans des relations normales commerciales, c'est la garantie. Mais ça ne vous protégera jamais contre une action directe d'un auteur. Donc il faut travailler avec des gens qui sont sérieux et qui essayent de faire les choses le mieux possible. Et puis parfois, vous savez, moi j'ai vu des dizaines et des dizaines de cas où il n'y avait pas de contrat signé, où il n'y avait rien du tout, et puis tout s'est très bien passé, le jeu il a vécu sa vie jusqu'à sa fin, et il n'y a jamais eu de problème.
et je l'ai vu aussi dans le domaine d'édition, non, parce que dans le domaine de l'édition classique, depuis un siècle, les éditeurs, ils sont carrés, donc ils font des contrats. Même si parfois ils font des contrats pourris, mais ils font quand même des contrats. Donc il y a au moins un substrat. Mais autrefois, dans le monde du jeu, il n'y avait pas de contrat, donc tout marchait très bien, les gens vivaient très bien avec. Et puis après, les choses se sont, une fois encore, comme je dis, avec l'évolution, les engagements financiers que vous prenez, le marché, le gonflement de vos sociétés, les valorisations de vos sociétés. Et j'insiste là-dessus sur la valorisation de vos sociétés. Lorsque un acheteur potentiel se dit tiens, je suis intéressé par investir dans une boîte ou acheter une boîte, il va fatalement faire des due diligence. Et qu'est-ce qu'il va demander à son avocat s'il n'est pas trop con? C'est de vérifier la nature des droits qu'a l'éditeur sur ses jeux. Et la première chose qu'il va regarder, c'est les contrats. Donc il va dire, est-ce que j'ai la société fait, je dis n'importe quoi, 150 millions de chiffre d'affaires, ou 30 millions de chiffre d'affaires annuel. Là-dessus, sur les 30 millions de chiffre d'affaires annuel, il y a 3 jeux phares qui font 80% du chiffre d'affaires. Déjà, je vérifie si ces 3 jeux phares, je ne vais pas avoir de problème et je ne risque pas que les auteurs ou les illustrateurs viennent me souffler dans les bronches quand je vais racheter la boîte. C'est normal. Donc, votre richesse, elle repose sur pas grand-chose. Votre richesse, elle repose sur les droits que vous avez acquis des auteurs et que vous allez donc exploiter. Si vous les avez mal acquis, ces droits, eh bien, votre richesse, elle disparaît. Vous n'avez plus de richesse. Et votre valeur, votre société, elle ne vaut rien. Quand moi, en tant qu'avocat, quand je fais des audits pour le compte de mes clients, qu'on me demande qu'est-ce que ça vaut, si je n'ai pas les contrats de cession de ceci, contrats de cession de cela, je ne parle pas forcément du jeu, dans d'autres domaines, je dis, c'est bon, ça vaut que dalle. Voilà. Et mon expertise, elle est vite vue. Hein. Et moi, mes clients, ils disent, j'achète pas. Si vous me dites ça vaut que dalle, ça vaut que dalle. Pas besoin d'un expert en finance, pas besoin d'un expert comptable, pas besoin d'un expert d'un commissaire en compte, non. C'est bien simplement d'un juriste qui va vérifier la réalité de la valeur qu'il y a dans la boîte. Et c'est comme quand on contrôle des brevets dans une société. Bon, je ne fais pas de droit des brevets, mais mes confrères qui font le droit des brevets, je peux vous garantir que les brevets, ils les passent au crible. Hein. Quand des boîtes qui ont des brevets en matière de médical, etc., en matière pharmaceutique, ça ne vaut que par les brevets qu'ils ont, pas parce qu'ils fabriquent. Hein. Ce qui compte, c'est les brevets. Vous, ce qui compte, ce sont vos contrats d'auteur qui vont permettre d'avoir des jeux qui vont durer pendant 10-15 ans, que vous allez pouvoir rééditer, etc. C'est votre richesse. Donc c'est votre richesse, c'est votre trésor de guerre. Et ce trésor de guerre, il faut le cultiver, il faut le protéger. Soyez pas déprimés. Hein. On est là pour jouer, merde. Bon, peut-être voilà. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Pierre, comme d'habitude, très intéressant.